tous. J'accueille ce soir Monsieur Benoît Fernandez-Rioux qui m'a rejoint ici à Paris dans nos locaux. Bonsoir Benoît. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors le sujet, c'est un sujet d'actualité. On avait bien sûr programmé le webinaire il y a de cela quelques semaines, mais comme vous le voyez, l'été sera-t-il chaud? Donc je pense que la canicule a déjà commencé à sévir. Ça, c'est pour la météo. Maintenant, que va-t-il se passer sur les marchés cet été? Donc ça, c'est l'objet du webinaire ce soir. Donc, pour ma part, comme on est côte à côte et pas à distance ce soir, bien sûr, il y a peut-être un peu plus d'interaction entre Benoît et moi. Ceci étant, je laisse tout de suite la parole à Benoît pour se présenter à nouveau pour les personnes qui ne le connaîtraient pas encore. Et pour débuter ce webinaire, nous ferons un petit peu de pratique avec la plateforme si nécessaire pour voir les graphiques. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à poser bien sûr des questions au cours du webinaire si nécessaire. Et je suis bien sûr là pour répondre aux questions concernant WHSF Invest, puisque je suis Alain Weissrock, pour les personnes qui ne m'auraient pas reconnu, je suis Alain Weissrock, représentant la société WHSF Invest ici en France, où on accueille régulièrement des participants pour les formations, des clients ou des non-clients, bien sûr, qui peuvent venir assister à nos formations. Et la prochaine étant après-demain, donc jeudi 23 juin, il y a une formation en matinée avec Eric Lefort et en après-midi avec Philippe Termy. Voilà, fini pour cet entracte publicitaire et la parole à Benoît. Merci Alain pour cette introduction et merci à vous de me suivre, de suivre mes travaux. Donc, je me présente Benoît Fernandez-Rioux. J'interviens essentiellement sur le marché d'échange. Moi, c'est ma spécialité. Je suis consultant taux et devises. Et j'ai rédigé donc un ouvrage qui s'appelle Le Forex, voilà, qui détaille un petit peu le marché des devises, qui est le marché que j'affectionne le plus. Et puis un autre ouvrage qui s'appelle Le Trader Privé, qui est mon approche, ma méthode, et qui vous enseigne un petit peu les trois piliers pour les interventions en bourse. Donc le comportemental, qui est à mon avis le principal pilier, la méthodologie évidemment, ce que tout le monde vient rechercher quand il débute, et puis le money management, qui est la partie la plus simple, la plus rigoureuse, mais sur laquelle il faut s'y tenir. Et là, on fait le lien avec le premier pilier. Donc voilà, le trader privé, le Forex, et je remercie ce soir WHS Self Invest et Univers Bourse pour l'organisation de ce webinaire en particulier, mais de cette série de webinaires, puisqu'on a des points réguliers à peu près tous les mois ou tous les 2 mois en fonction des périodes de l'année. Donc là, le thème aujourd'hui se prête bien puisque l'on est le 21 juin et donc c'est le premier jour de l'été et on va se poser la question si l'été 2022 sera aussi chaud que l'été 2021 où on a eu quand même pas mal de craintes à l'époque et on va voir parce qu'aujourd'hui les sous-jacents qui étaient déjà présents l'année dernière sont encore là et j'ai envie de dire même qu'ils ont été renforcés par une autre couche de sous-jacents encore plus délétères. Maintenant, le marché est résilient et on va peser tout ça dans la balance et voir ce que cela peut donner sur le CAC 40. Donc, on va sans plus attendre poser le contexte, puisque moi j'aime bien commencer par ça. Et en attendant, juste une petite question d'organisation, on va se réserver quelques minutes à la fin pour des questions-réponses. Donc que vous pouvez poser tout au long du webinaire dans le chat et puis Alain les relaiera si elles sont pertinentes avec ce dont on parle, sinon on se les gardera pour la fin. Ok, donc en synthèse, eh bien, le feuilleton Covid qui a duré quand même un peu plus de 2 ans est en train d'être chassé là, depuis le mois fin février, début mars, par la guerre en Ukraine qui est désormais le nouveau market mover de ces derniers temps et qui a un réel impact, comme le Covid à l'époque, sur les marchés, puisque si à l'époque on avait arrêté l'économie et donc de fait on avait eu des impacts notamment au mois de mars-avril, mars plutôt sur les marchés européens et avril plutôt sur les marchés américains, là avec la guerre en Ukraine, on a vraiment, notamment sur les marchés des matières premières, de réels impacts et un ajout
d'inflation des prix sur une inflation qui était déjà là sous-jacente. On va parler de l'inflation après, mais c'est vrai que cette première bullet point, comme on dit, est véritablement ce qui drive véritablement le fond des marchés en ce moment. On a sur le Covid toujours un reliquat du feuilleton, une sorte de dérivé côté Chine et notamment côté Shanghai, puisqu'on a eu un lockdown assez puissant, assez fort sur les deux parties de la ville qui se sont ensuite mixées pour être totalement fermées à tel point que certains habitants n'en pouvaient plus. Ça a été long, ça a été dur, c'est un peu plus ouvert désormais, mais on a toujours cette politique de zéro Covid appliquée en Chine et notamment sur cette zone. Et ça rajoute à la problématique actuelle des complications pour la supply chain. Et donc, ça rajoute des disponibilités au niveau de l'offre. Et donc, la demande étant là, puisqu'on a une recovery Covid qui est bien présente, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, mais notamment aux États-Unis. Et donc, eh bien, l'offre a du mal à suivre par rapport à la demande. Alors, c'est en train de se résorber. Pour prendre l'exemple de Tesla, ça y est, désormais, la production est repartie à 100% d'après Elon Musk. Donc, c'est ce qu'il indiquait la semaine dernière. À Shanghai, et en tout cas au niveau des usines Tesla qui sont sur le territoire chinois. Donc, c'est vrai que on est voilà, petit à petit sur une fin de la problématique Covid dans sa globalité, très certainement. Maintenant, attention, alors, là le thème c'est l'été sera-t-il chaud? Pour le Covid, la vraie question c'est l'hiver sera-t-il dégradé à cause d'une xème vague à venir? Donc, ça, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais à garder dans un coin de la tête pour la fin de l'année, à partir de la rentrée. Ça sera peut-être potentiellement un sujet récurrent, une sorte de marronnier qui reviendrait, malheureusement. Donc, on en a parlé. Inflation, c'est le maître mot désormais. L'inflation, donc, c'est la hausse des prix des matières premières, désormais, qui a rajouté cette couche à une matière déjà bien inflammable qu'est l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente était déjà là avant la guerre en Ukraine. Donc avant le 24 février, on avait déjà une inflation qui repartait. Alors, moi, j'étais dans cet état d'esprit d'inflation qui devait être, entre guillemets, sérieuse, voire massive, sans parler forcément d'hyperinflation, mais sérieuse, de long terme. Et les banques centrales à l'époque étaient plutôt sur de l'inflation transitoire, de l'inflation qui n'allait pas forcément très haut et dont la durée allait être assez courte parce que l'inflation salutaire. L'inflation, oui, de l'inflation à la limite, même pas salutaire, mais presque ponctuelle, anecdotique, à laquelle on ne devait pas prêter attention. Et finalement, eh bien, les deux banques centrales principales ont viré leur cutie, notamment la Fed en automne dernier, donc il y a presque un an désormais, et la BCE qui, dans le discours en tout cas, ça y est, a désormais pris en compte cette inflation qui n'est plus transitoire. Malgré tout, elle n'a toujours pas agi, donc elle tarde. On va en parler après. Mais oui, de l'inflation. Il a fait une réunion en urgence l'autre jour, la BCE. Alors oui, on va en parler après, mais il y a aussi une réunion en urgence. Mais tu as raison de le mentionner, qui prouve bien que malheureusement la parole de Christine Lagarde à ce stade commence à être démonétisée. Je ne dirais pas qu'elle est totalement décrédibilisée, mais en tout cas, elle en prend le chemin, et notamment si elle n'agit pas en juillet. On va en reparler, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est attendu par le marché. Donc l'inflation, notamment des prix des matières premières, alors, mais toutes les matières premières, que ce soit agricole, le gaz, le pétrole, évidemment le pétrole, autour d'un pivot de 110 $, que ce soit le Brent ou le WTI, vous pouvez regarder les courbes, on est sur des zones entre 100 $ en gros et 120 $, donc un pivot autour de 110, avec évidemment une volatilité plus grande sur le Brent, puisque c'est le pétrole
dire entre guillemets, européen, et on est sur une problématique européenne avec ce qui se passe en Ukraine. On a cette accélération de l'inflation, mais également une inflation core. Donc, cette inflation n'est pas due uniquement à la hausse des prix des matières premières, contrairement à ce que veulent nous faire croire, en tout cas à ce qu'ont voulu nous faire croire les banquiers centraux et la plupart des économistes qui pour certains, on va dire, ne font que répéter la doxa. Donc, on est sur une inflation réellement prégnante, core, donc cœur en fait, une inflation qui est là pour s'installer durablement et qui est là pour rester à des niveaux élevés pendant un certain temps. Je ne parle pas d'hyperinflation, mais je ne vois pas de retour à une inflation nulle dans les mois / années à venir. La Fed, nous parlons d'un des deux protagonistes qui compte, hein, notamment pour faire bouger les marchés. La Fed, elle marque la fin du tapering. Depuis mars 2022, elle a accéléré puisque à l'origine, la fin du tapering devait être… Alors, qu'est-ce que le tapering pour les auditeurs, enfin pour les personnes qui nous écoutent, qui ne seraient pas encore au fait? Alors, le tapering, c'est vrai, c'est un anglicisme. On est sur donc un mot qui vient de tape, hein, qui signifie le robinet. Donc, c'est la fermeture du robinet. C'est pas l'ouverture, mais parce que c'est vrai qu'un robinet peut s'ouvrir ou se fermer. Et là, on est plutôt sur la fermeture du robinet, des liquidités. Donc, tout ça est très imagé, hein, c'est de la plomberie presque, mais on est sur la fin d'un quantitative easing en quelque part. Donc, un tapering, c'est une fin progressive de l'accès aux liquidités faciles. Et donc, à l'origine, ça devait être en juin, et puis la Fed l'a raccourci à mars 2022, voyant l'inflation exploser assez rapidement sur la zone américaine. Et désormais, depuis le 1er juin, donc depuis 21 jours, on est passé en phase de quantitative tightening. Donc, on est sur un resserrement du bilan de la Fed, alors qu'avant, on était en quantitative easing. Donc, on était sur un bilan qui, je résume, est passé en gros de 4 trillions à 8-9 trillions. Là, aujourd'hui, au moment où on parle, on est autour de quasiment 9 trillions. Et ces 9 trillions, eh bien, la Réserve fédérale va essayer de réduire pour retourner vers 5, voire 4 idéalement. Donc, elle va essayer de retirer au moins 3, voire 4, et idéalement 5 trillions. Alors, quand on dit 1 trillion, c'est 1000 milliards, en fait. Hein, donc, c'est l'ordre de grandeur désormais courant pour ces institutions. Et donc, on est sur un quantitative tightening depuis le 1er juin. Donc là, désormais, non seulement les liquidités sont moins accessibles, mais en plus, c'est pire que ça, on réduit le bilan, donc on assèche le marché. Voilà, on ne reste pas sur un statu quo. Et donc, pour l'instant, à ce stade, au 21 juin 2022, on touche du bois, mais les marchés ont plutôt l'air de non seulement l'accepter, mais de digérer les choses et de s'adapter. Alors ça ne se fait pas évidemment dans un monde bullish, ça se fait plutôt avec effectivement un ours qui revient sur nos courbes avec des bougies rouges, mais ces bougies sont contenues, les niveaux restent encore à des niveaux importants, hein, donc on est sur des niveaux plus hauts qu'avant le Covid, donc on est encore sur le long terme dans un canal de fond haussier d'un point de vue technique qui tient. Donc on n'est pas encore sur une capitulation, on est plutôt sur une sorte de, entre guillemets, ce que j'appelle un mini short, et non pas un big short. Donc on est sur un mini short qui pourrait se terminer en middle short avec l'été. J'en parlais au dernier salon de l'analyse technique, hein, de ces concepts, avec une conférence en expliquant si vous étiez prêt sur le prochain Big Short. Mais l'idée derrière, c'est qu'il n'y aura pas forcément de Big Short dans les petits mois à venir. Je ne parle pas des années, mais en tout cas dans les petits mois à venir. Alors on est sur une hausse de 75 points de base du taux directeur de la Réserve fédérale. Donc on est… En une fois.
En une fois, effectivement. Monstrueux. Oui, c'est le plus fort depuis plusieurs décennies, hein. Donc, on parle de plus grande hausse de taux depuis 1994. Et donc, cette hausse de 75 points de base, c'est quelque chose qui est sorti au dernier moment. Enfin, le consensus s'est adapté au dernier moment. On était pendant longtemps sur 50 points de base, et puis dans la dernière ligne droite, ils ont fait fuiter 75. Ils l'ont fait, et ça, c'est un signal. C'est-à-dire qu'ils ont testé, ils l'ont fait, c'est passé. Et donc, c'est ce que je vous dis, même si le marché est quand même plutôt bearish, il n'y a pas de crash à ce stade. Donc c'est pas mal. Et tant qu'on va être comme ça, bah, désormais, on va continuer sur cette lancée. Donc ça signifie que les taux directeurs donc, qui encadrent les Fed Funds sont entre aujourd'hui 1,50 et 1,75%. Donc les Fed Funds, ben, le Fed Fund évolue entre ces deux bornes et on est finalement sur des niveaux qui nous paraissent venant d'un monde où on a connu pendant des années du 0%. Bah, c'est vrai que c'est un monde qui nous paraît élevé. Mais en fait, quand on y regarde bien, et pour les plus anciens sur les marchés, eh bien, on est sur des niveaux tout à fait acceptables, qui ne rêveraient pas pendant longtemps d'avoir eu un taux de crédit à ces niveaux-là. Donc, on est sur des niveaux où les sociétés peuvent encore s'endetter, les particuliers peuvent encore acheter leur maison à crédit. On est sur des niveaux tout à fait raisonnables. Alors, ces niveaux, ils sont raisonnables aujourd'hui, vont-ils l'être demain? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Et là, on a les dot plots, alors remis à jour avec ces dernières prévisions. Donc, la trajectoire prévue, et on voit bien qu'en 2023, ce qui est quand même, entre guillemets, demain, puisqu'on est désormais en juin, donc dans 6 mois, on est déjà en 2023 finalement, eh bien, on est sur du 3,75 en 2023. On n'a pas la date exacte de l'arrivée de ces 3,75, mais c'est la cible qu'anticipe le consensus. Donc 3,75 en 2023, c'est quand même dire qu'on est finalement à mi-chemin finalement aujourd'hui entre 1,50 et 1,75. 3,75, c'est encore 200 points de base de plus à monter. Et c'est pour ça que la prochaine hausse, si le consensus aujourd'hui s'établit entre 50, alors il y a une faute de frappe, hein, c'est 75 BPS, pas 70, c'est entre 50 et 70 points de base. Donc ça, c'est quelque chose qui est établi désormais, c'est un peu le rythme attendu pour la prochaine réunion de la Fed, hein, qui aura lieu donc fin juillet, le 27 juillet logiquement. Et donc la plupart des intervenants s'attendent à ce stade qu'on continue sur 75. Maintenant, si ce n'était que 50, car la Fed a prévenu, c'est pas parce qu'on a fait 75 que le prochain sera 75. Et c'est pour ça que là, on est déjà préparé pour avoir du seulement 50 si jamais les conditions se dégradaient, notamment sur les marchés, si on continuait à avoir des marchés bearish de manière assez puissante. Donc, 50 serait accepté, 75 serait attendu sans souci. Au-delà ou en dessous, ça serait là que certainement les problèmes commenceraient à arriver sur les marchés parce que ça signifierait un 25 points de base, voire un 0. Alors un 0, ça signifierait qu'il y a une capitulation de la Fed, que là désormais elle freine des cas de fer et que du coup le market data dépendante eh bien, a pris le pas à 100%. Dit autrement, c'est plus la Fed qui drive les marchés, mais c'est bien les marchés qui drive la Fed. Donc 0, ça serait catastrophique. 25 points de base, ça serait un très mauvais signal et le marché, je pense, continuerait à accélérer la baisse. 50-75, ça serait accepté et c'est attendu. Au-delà, c'est un peu l'inconnu, c'est-à-dire 100 points de base, ça signifierait que là, on est parti pour des prévisions d'hyperinflation. Donc, voilà pour vous donner un peu les guidelines, pour répondre à un début de réponse à l'été sera-t-il chaud sur les marchés? La réponse sera vers le 27 juillet, notamment avec ces 50 voire 75 points de base, ou pas. D'accord, merci Benoît. Et alors on voit, pour terminer sur les dot plots, qu'en 2024, on a une légère baisse. On repasse sous les 3,50, mais on tourne autour donc, du même niveau que précédemment, hein, mais qu'il y a une vraie descente ensuite. Hein, c'est-à-dire que
on s'attend là pour le coup à avoir une inflation qui du coup n'a pas été transitoire pendant quelques mois, mais qui a été finalement longue pendant quelques petites années jusqu'à 2024. Et ensuite, on devrait redescendre à plus long terme autour des 2,50. C'est ce que les dot plots nous montrent, ce qui signifierait que le mandat de la Fed pour avoir un pivot autour de 2% est accepté, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui redescendrait vers les 4%. Parce que comme l'inflation a été longtemps à 0% et que le pivot officiel annoncé est à 2%, avoir du 4, voire allez, du 4,5%, 5%, c'est acceptable pour le reste du temps. Par contre, aujourd'hui, on va le voir après, on est à plus de 8. C'est ça le problème. Alors, crainte sur une possible récession US. Oui, parce qu'en fait, si on n'avait pas ces craintes, tout serait facile. Il suffirait de monter, à la limite, on monterait directement à du 3,75, voire plus, et on arrêterait l'inflation. Mais le problème, c'est que pour arrêter l'inflation, on est obligé sans tomber dans la récession, de ralentir un petit peu la machine et donc de réduire l'accès au crédit des particuliers et des sociétés. Donc c'est là où la Réserve fédérale marche sur des œufs parce qu'il faut réussir à ralentir sans toutefois casser le rythme et casser la machine. Donc on est sur des craintes parce que certains acteurs du marché élèvent la voix et prennent des positions assez conséquentes. Ray Diallo, qui est assez connu, a positionné pas mal de shorts justement en vue d'une prochaine récession. C'est pas pour ça qu'il a raison, mais c'est vrai qu'on a des acteurs comme ça qui tablent sur une récession. Janet Yellen ne l'a pas écarté, donc la secrétaire au Trésor américain ne l'a pas écarté, mais elle dit que ce n'est pas une fatalité. Donc ça veut dire qu'ils vont tout faire pour éviter une véritable récession. Ils ont eu en mémoire quand même ce qui s'est passé en 2008 et ils ne souhaitent pas revoir ça, en tout cas pas avant les midterms qui auront lieu en octobre. Donc c'est pour ça que, avec tout ce que je vous dis, on commence à voir que l'été, oui, il sera chaud, il sera certainement à des températures élevées, on aura certainement de belles bougies rouges et aussi des rebonds, un peu comme aujourd'hui, hein, donc on n'ira pas en ligne droite, on n'aura pas de crash forcément. En tout cas, moi, je ne mise pas sur le crash. Par contre, on va avoir comme ça eh bien, une marché sur des œufs pour arriver au midterm américain, donc à l'automne. Donc, si je comprends bien, on parle de récession quand on a 2 trimestres négatifs, c'est ça? Oui, tout à fait. On va voir les chiffres après. Donc, on fait une belle transition. Donc là, on est sur, on va directement au PIB puisque tu en parles, le chiffre du milieu. On a le trimestre 1 qui est à moins 1,5, alors que le T4 précédent de l'année dernière était positif et très positif. Là, on a un T1 qui est mauvais en annuel. Hein. Donc, on est sur une première réduction du PIB, une première contraction du PIB. On n'est pas encore officiellement donc en récession, puisque, comme tu l'as dit, c'est bien 2 chiffres négatifs d'affilée. Quand peut-on anticiper donc deuxième? Là, on approche de la fin juin, mais on le saura quand? Eh bien, il y aura un chiffre préliminaire qui tombera, et ensuite on aura une confirmation du chiffre définitif, et on pourrait même avoir un chiffre revu ensuite. Donc ça veut dire que c'est un processus, il n'y a pas de date précise. Après, il faut regarder les calendriers. Là, je n'ai pas en tête effectivement les dates, mais ça va être au cours de cet été, hein, n'en pas douter. Et donc, ça va être à suivre, effectivement. Parce que si on avait dès le préliminaire effectivement un chiffre négatif, là le marché serait très déçu et on va dire que la récession serait officialisée. Donc le consensus, c'est plutôt qu'il n'y a pas de récession pour l'instant. Voilà, le consensus, c'est qu'il n'y a pas de récession pour l'instant et qu'on devrait avoir un chiffre préliminaire plutôt positif, même s'il est très léger. Il suffit de 0,1% à la limite et les meubles sont sauvés, quitte à le revoir ensuite. Mais le fameux ensuite, ça peut nous emmener assez loin. D'accord. Voilà, on va terminer juste sur la ligne inflation US. On est, comme je vous le disais précédemment, à 8,6% avec une composante finalement matière première et nourriture, hein, tout ce qui est un peu volatile, en gros à du quasiment 3 points, mais le corps est à plus 6%. Donc on n'est pas sûr, contrairement à ce que
à ce que certains économistes veulent nous faire croire, on n'est pas du tout sur un effet conjoncturel à cause de l'Ukraine. On est véritablement sur un effet d'inflation massif, stable, qui est là et qui, c'est même aux États-Unis, par effet de second tour, diffusé jusqu'au salaire, ce qui est tout à fait normal et ce qui est tout à fait souhaitable pour éviter des troubles sociaux. Ce qui n'est pas le cas, on va faire le parallèle avec l'Europe directement. 8,1%, donc là on est sur un parallèle assez similaire, effectivement. Une inflation cœur qui est moins forte, on est à plus 3,8, en gros plus 4, donc on est à 2,2 en dessous. Par contre, il y a un effet de retard en fait, en Europe comme d'habitude, et donc même le 8,1 est déjà un petit peu en retard, mais le 3,8 est lui-même en retard. Donc, on devrait continuer potentiellement à progresser. Ensuite, on a et ce 3,8 montre ça, on a un problème en Europe qui est qu'on n'a pas eu cet effet de second tour de diffusion de l'inflation dans la plupart des salaires de la zone euro. On a eu cette diffusion effective dans l'industrie allemande, puisque effectivement pas mal de syndicats, dont du métal et d'autres, ont, avec bonne intelligence, négocié notamment des primes conséquentes et des hausses de salaire en Allemagne. On a également dans les secteurs tendus, également en France, dans tout ce qui est IT, tech, tout ce qui est nouvelles technologies. On l'a également, cet effet de hausse des salaires dans les services au niveau de l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui est tendu, notamment en France. Mais en fait, au-delà de ça, on a notamment en Espagne, en Italie, on a beaucoup de mal à faire monter les salaires. Je ne parle même pas de la Grèce et du Portugal. Donc, effectivement, et c'est un problème parce que la zone euro, avec ce 3,8% corps, on devrait avoir un corps plus haut avec cet effet de second tour au niveau des salaires. Et si on n'a pas cet effet de second tour au niveau des salaires, on va vers potentiellement de graves problèmes sociaux. L'inflation, il faut savoir que l'inflation, c'est quand même ce qui a amené, notamment en Europe, l'accession de certains partis qui ont défrayé la chronique pendant la seconde et qui ont amené la Seconde Guerre mondiale. Donc on est sur des choses qui, notamment en Allemagne. C'est quelque chose qui obsède un peu les Allemands toujours. Voilà, qui obsède les Allemands. Alors Olaf Scholz a beaucoup moins de charisme apparemment qu'Angela Merkel, et donc il accepte pour l'instant que cette inflation soit là. Je pense que c'est négocié entre Macron et également Christine Lagarde pour que les élections aient pu passer, entre guillemets, sans trop de difficulté. Alors le résultat n'est pas forcément à la hauteur des espérances de M. Macron, mais c'est vrai qu'en quelque part, maintenant que les élections françaises sont passées, c'est là où on va rentrer dans le réel. Voilà, où Christine Lagarde va véritablement entrer dans le réel, et c'est pour ça que juillet est vraiment le mois où la BCE va désormais avoir les mains libres pour agir, car il n'y a plus d'élections. Tu veux parler des taux un peu plus loin? Oui, on va en parler. Et je termine sur ces lignes parce que vous voyez que le chômage aux États-Unis, il n'y a pas de problème de chômage, on est à moins de 4%, à 3,6%. C'est quelque chose qui est excellent, tandis que en Europe, on est à du 7%, à 6,8% en moyenne. Voilà, sachant que quand on parle de plein emploi, c'est un consensus autour des 5%, voire en dessous. Donc, on n'est pas du tout au plein emploi. On n'en est pas loin, on n'est qu'à 2 points, mais on est quand même structurellement jamais réussi à l'atteindre en zone euro. Donc, on a, tous ces chiffres le montrent, une inertie assez énorme. Donc, l'inflation peine à monter en Europe. Une fois qu'elle sera là, on aura du mal à la contenir. Ça peut amener des troubles sociaux. Le PIB, il est encore élevé, mais on verra le prochain chiffre en zone euro. Le chômage est toujours élevé, tandis qu'aux États-Unis, comme vous pouvez le constater, les chiffres sont très élastiques. On passe en négatif sur le PIB, mais on pourrait très bien repasser en positif, et c'est ce qui est normalement prévu pour le T2. Le chômage est à 3,6%, donc en dessous du plein emploi, et l'inflation, elle est montée forte. Maintenant, la Réserve fédérale, elle agit, et donc elle devrait ralentir cette inflation.
peut-être utile de rappeler que le mandat de la Fed et de la BCE ne sont pas tout à fait identiques, ou ça Exact. évolue cette affaire, ou Pas tout à fait identique, et ça évolue effectivement. Alors, le mandat de la Réserve fédérale, c'est de maintenir la stabilité des prix comme la BCE, avec un pivot autour de 2%, donc elle peut très bien s'accommoder d'être au-dessus, puisque c'est un pivot, tandis que la Banque centrale européenne, bah, c'est normalement une target à ne pas dépasser, un plafond à ne pas dépasser. On doit être, comme le disait si bien Trichet, close to 2, but below 2. Donc il faut être en gros à du 1,8%, c'est idéal. Et là, on en est très loin, donc le mandat là, est complètement explosé côté Christine Lagarde. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais il va falloir faire un petit rattrapage. Il y a un autre mandat que n'a pas la BCE côté US, c'est le plein emploi. Depuis Obama, on est sur un second objectif de plein emploi, mais sur cet objectif-là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on est en dessous des 5%. Ce que n'a pas cet objectif, la zone euro. Voilà. Par contre, la zone euro, enfin la BCE, vient de se doter depuis effectivement, vient de se doter. Dans le discours, en tout cas, elle vient de se doter d'un nouveau mandat qu'elle s'est elle-même fixé depuis mercredi dernier, enfin depuis quasiment une semaine désormais, c'est d'éviter la fragmentation en zone euro. La fragmentation des spreads, c'est-à-dire la différence de spread, notamment ce qui a lancé ces craintes, c'est l'écart de taux directeurs, de taux pardon, commerciaux entre l'Italie effectivement et l'Allemagne. On était à 200 points de base et avec une trajectoire continue. Le fait d'avoir eu cette réunion d'urgence et de dire qu'on allait se doter d'un outil a permis de calmer un petit peu les esprits. Donc, et grosso modo, comment ils vont, c'est quoi cet outil et comment ils vont véritablement pouvoir agir là-dessus? Alors cet outil n'est pas encore défini officiellement, mais il y a pas mal de pistes, et notamment la piste classique de reprendre les précédents programmes comme le PERP, de faire une seconde version qu'on pourrait appeler PERP 2 ou alors donner un nouveau sigle, pourquoi pas, avec une clé de répartition qui serait différente, c'est-à-dire que au lieu d'acheter finalement les dettes souveraines à hauteur du poids de chaque pays dans le bilan du capital de la BCE, eh bien de changer la clé de répartition et d'appuyer fortement, par exemple, temporairement sur l'Italie si besoin. Et si demain c'était la Grèce, de renforcer sur la Grèce. Et si après-demain c'est la France, de mettre tous les moyens sur la France. Dit autrement, d'être flexible, d'être réactive. Et ça, c'est pas idiot. Mais pour l'instant, c'est une hypothèse, hein, donc ce n'est pas encore officiel. Il y a aussi une autre potentialité qui est de mutualiser les dettes, comme ils l'ont fait avec la dette Covid notamment, et donc de réutiliser cette enveloppe ou ces véhicules pour pouvoir de nouveau émettre des dettes communes. Donc c'est un petit peu un outil fédéral en quelque part, mais qui s'appliquerait hors urgence, donc sur finalement un autre objectif que le Covid. Ouais. Donc là, on est voilà, sur ce qu'on expliquait, une BCE qui tarde à changer de politique monétaire dans les faits, mais qui dans le discours a bien pris désormais la mesure de la réalité. Et donc là, un petit tableau de récapitulation. Le 21 juillet prochain, c'est le jour très attendu donc, de la BCE, puisque non seulement elle devrait remonter ses taux, et on s'attend à un consensus de au moins 25 points de base et idéalement 50, très certainement 50, hein, mais le consensus actuel est encore majoritairement à 25 points de base à minima. Donc le 21 juin, c'est la date à ne pas manquer, en quelque part sur le marché. 21 juillet. Oui, 21 juillet. On est le 21 juin. Le 21 juin, c'est aujourd'hui. Donc c'est exactement dans un mois. La Réserve fédérale, elle a déjà remonté ses taux, elle va continuer, donc on va dépasser les 2% logiquement le 27 juillet. La Bank of England qui avait été un petit peu en éclaireur, puisque ça a été une des premières banques centrales à relever ses taux en concertation et en coordination avec la Fed évidemment, et ça s'était bien passé, donc la Fed a accéléré les choses ensuite. Donc elle a même dépassé la BOE, et la BOE, ça sera le 4 août, si ça se passe bien pour la Fed, elle va continuer à relever ses taux également, elle est déjà au-dessus de 1%. La BNS va également le faire, alors c'est en septembre à la prochaine réunion.
Alors, la BNS pourrait le faire sans attendre septembre, si besoin, mais pour l'instant, on part sur septembre. Et la BNS prépare le marché pour relever elle-même ses taux, c'est-à-dire qu'on sortirait enfin dans la zone suisse de taux directeurs négatifs, et donc de taux dans l'absolu négatifs pour la plupart des financements. Et donc, ça sera un retour à la normalisation sur la zone suisse. Voilà, sur le reste, on est aussi sur des trajectoires de hausse, sauf la Bank of Japan qui, fidèle à son marasme économique depuis les années 90, va rester à moins 0,10% pendant longtemps et même encore le 21 juillet. Donc la Bank of Japan, il n'y a rien à attendre. Pour le reste, la plupart des banques centrales ont rehaussé leur taux. Vous voyez, même la banque russe, on est à du 9,5%, notamment avec ce qui s'est passé suite au Covid. Donc, suite à la guerre en Ukraine. Et la seule chose qui les sauve au Japon, je suppose que c'est parce que la dette est détenue majoritairement par la population. Enfin, oui, c'est ça. Elle n'est pas, entre guillemets, elle est moins exposée au marché que la plupart des autres banques, et notamment pour la partie budgétaire. Je reviens juste sur ces deux dates. Donc, la semaine du 21 juillet et la semaine suivante, le 27 juillet, sont véritablement les deux moments sur lesquels on aura nos réponses, en fait, véritablement, sur les marchés. Vont-ils passer en canicule extrême ou vont-ils sachant rester... qu'en août, il n'y a pas de réunion ou ils sont en vacances ou... Oui, il n'y a pas de réunion formelle en août, par éventuellement sauf des urgence. interventions ponctuelles, sauf urgence, évidemment. Il n'y aura que la BOE, vous voyez, qui est prévue en août, et puis la Banque du Brésil, pourquoi pas. Mais au-delà des taux d'intérêt, le 21 juillet, c'est là où la BCE devrait détailler justement ces fameux outils de contenu de la fragmentation. Sauf s'il y avait un besoin de le faire avant, elle pourrait donc intervenir à tout moment pour détailler ces plans. L'idée, c'est de le détailler, le plan, pour ne pas l'utiliser, évidemment. D'accord. Alors ça, c'est donc un challenge pour Christine Lagarde, mais en bonne politique, je pense que c'est un challenge qui pourrait être réussi, là, pour le coup. Donc la priorité immédiate, on vient d'en parler, c'est de lutter contre la fragmentation des spreads en zone euro, donc de lutter contre la dispersion, voilà, de taux de marché pour les dettes souveraines, pour éviter ce qui s'est passé en 2011, 2012, 2013, etc. Donc, un bon indicateur pour surveiller s'ils y parviennent, c'est justement nous de regarder les spreads entre les taux allemands et italiens, par exemple. Exactement. Et si on voit que ça continue à se tendre, il n'y aura pas. Si ça continue à se tendre et que si ça se tend et qu'il n'y a pas de réaction des banquiers centraux, ben là, c'est mal parti parce que le marché va tester. Hein, donc c'est véritablement, ça sera le moment de vérité, en fait, cet été. Et donc, on vient d'en parler, le consensus 25 points de base, mais qui devrait certainement monter à 50 dans les prochaines séances. Voilà, est-ce qu'il y a des questions à ce stade, avant de passer à l'étude du CAC 40, puisque c'est ce qui nous intéresse, l'indice français. Alors oui, donc vous disposez d'une fenêtre de discussion, d'une fenêtre de chat. Vous ne pouvez pas interagir avec nous de manière orale, mais vous pouvez bien sûr rédiger des petits messages, des petits commentaires, des questions. En cours de webinaire, vous pouvez vous servir de votre logiciel Word, bloc-notes ou que sais-je pour préparer la rédaction de questions éventuelles et nous les poser. Donc, là, on peut bien sûr répondre déjà sur la partie qui a été abordée, on va dire, un peu plus fondamentale, qui vient d'être faite là, dans cette première partie de webinaire, avant de se plonger dans l'évolution de notre indice et peut-être d'autres indices si vous le souhaitiez. Mais on va essayer de se concentrer donc, sur le CAC 40. J'en profite au passage en attendant d'éventuelles questions maintenant pour rappeler, tout le monde n'est pas forcément informé que chez WH Self Invest, on propose les futurs, les contrats futurs depuis l'année 2002. Donc, ça fait 20 ans aujourd'hui, enfin, ça fait 20 ans maintenant. Et il y a eu une petite période d'interruption après le Brexit où les futurs Euronext n'étaient plus proposés chez nous. Et là, c'est depuis le mois de mai, Amsterdam est de retour, et depuis le mois de juin, donc Euronext Paris avec le futur CAC est de retour. Donc, vous pouvez
Ceci dit, bien entendu, hormis Euronext, tous nos clients pouvaient travailler sur le CME, sur Eurex, etc. Et d'ailleurs, ça a été une phase où beaucoup de monde s'est familiarisé avec le DAX, qui a maintenant 3 contrats futurs, hein, donc il donne du choix, puisque le contrat historique à 25 € du point, ça faisait des tailles de position assez stratosphériques, mais il y a eu le mini DAX qui est maintenant très actif, à 5 € du point, et même un micro DAX qui a été créé un petit peu quelque part, parce que les bourses essayent de challenger un petit peu les émetteurs de CFD, donc c'est un peu, ils s'alignent aussi à 1 € du point. Et donc là, on nous revoilà sur le CAC. Et on est sur l'euro-dollar, mais on va en dire 2 mots avant de passer au CAC. Oui, on s'est amusé tout à l'heure à regarder plusieurs choses. Bon, ben voilà, parce que j'ai profité pour montrer un petit truc à Benoît sur la plateforme, et on était passé effectivement sur l'euro-dollar. Bon, peut-être un petit mot de l'euro-dollar. Oui, un petit mot de l'euro-dollar, parce que c'est vrai que c'est quand même ce qui drive aussi. Cette temporalité-là Cette temporalité-là est très bien. Ça nous montre le double bottom que l'on a eu récemment. Donc on a une zone support assez marquée qui est autour des 1,04. Le chiffre exact, c'est 1,0350. Hein, c'est la zone, c'est le niveau des prix qu'il ne faudrait surtout pas dépasser par le bas, parce que si on cassait les 1,0350 et qu'on allait tester les plus bas de manière marquée, c'est qu'on changerait de paradigme. Et on ne l'a pas fait malgré tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire malgré le fait que la BCE n'agit pas et continue de parler uniquement, malgré le fait qu'on a eu un début de fragmentation des spreads, malgré le fait que les taux directeurs sont en déphasage entre le dollar américain qui est fortement rémunéré et qui devrait tirer donc la courbe vers le bas, et l'euro qui est toujours rémunéré à zéro. Donc on devrait avoir un effet de carry trade sur cette paire désormais. Mais voilà, le marché, il a anticipé tout ça. On a 3 belles bougies rouges qui ont pris ça en compte. Et là, désormais, ces 3 bougies rouges récentes ont laissé place à une consolidation haussière, en quelque part, un retour vers des plus hauts. Et là, au moment où on parle, on est entre 1,05 et 1,06. Donc, c'est toujours en risque, évidemment, cette zone des 1,0350. Par contre, on commence petit à petit à s'en éloigner. On voit bien que d'un point de vue technique, le stochastique est en phase haussière, le RSI continue de monter, le MACD ne nous contredit pas. Donc, pour l'instant, voilà, on est toujours dans cette phase haussière. On devrait continuer cette semaine et potentiellement la semaine prochaine à aller vers des plus hauts. Pourquoi pas revenir vers les 1,08 qui est la zone naturelle de retour vers les plus hauts sur l'euro-dollar. Alors, petite précision on est en graphique en unité de temps jour, hein, donc les bougies sont journalières, et ça m'amène à faire un petit détour très rapide sur notre chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que, bien sûr, vous pourrez retrouver le webinaire de ce soir qui sera converti en vidéo et mis d'ici 1 ou 2 jours en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube que l'on retrouve en tapant dans votre moteur de recherche le mot YouTube et Self-Invest, et vous prenez la chaîne France. Mais si je suis revenu là rapidement sur la chaîne, c'est aussi pour montrer qu'il y a 2 semaines, justement, donc ça fait 14 bougies. Je vous inviterai à réécouter donc le webinaire qui avait été fait à l'époque par Benoît, donc qui s'appelait Point Bitcoin et crypto, où on a également parlé de l'euro-dollar. Et là, vous aurez exactement ce qui avait été anticipé à l'époque. Hein. Donc ça, c'est aussi l'intérêt effectivement d'avoir ces enregistrements de webinaires. Pourquoi pas s'y référer de temps en temps et remonter un petit peu le temps pour regarder ce qui était raconté à l'époque et ce que dit Benoît aujourd'hui. Effectivement, à l'époque, il y avait un peu la spéculation de dire on va aller beaucoup plus bas, notamment avec le précédent point bas qui avait été fait. Et puis bon, certains médias qui pouvaient très bien parler de nouveau de cette fameuse parité. Et mathématiques, et on n'y est pas allé. On n'y est pas allé. On ne devrait pas y aller puisqu'on aurait dû y aller en fait, d'après tout ce que je raconte avec les fondamentaux, avec la BCE qui tarde à venir, le delta de rémunération entre l'euro et le dollar, la Fed qui agit. Enfin bref, on est véritablement sur une parité qui n'a pas eu lieu. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas par la suite potentiellement si, on l'a dit, le 21 juillet était décevant d'un point de vue de la BCE. Voilà, donc le marché, là, on a un mois de répit en quelque part devant nous et on ne devrait pas aller plus bas que les 1,0350
dans les Donc on séances. a un range bien déterminé Voilà. qui fait que tant qu'on est dedans, voilà, on est un peu dans la phase d'attentisme. Donc on est sur des bornes du terrain de jeu 1,04, 1,08 et on pourrait même potentiellement avoir, et ça sera très bon signal pour la suite pour l'euro, avoir une clôture au-dessus des 1,08 et quelques bougies au-dessus, ce qui voudrait marquer un plus haut qui serait plus haut que le précédent. Donc, et à ce moment-là, on repartirait dans un paradigme de phase haussière sur la paire euro-dollar, les marchés ayant toujours un temps d'avance, donc anticipant que la trajectoire de la BCE est sérieuse et va continuer à s'inscrire dans les pas de la Fed, et donc il n'y aura pas de carry trade à travailler, puisque de fait, les taux directeurs de l'euro devraient remonter. Mais ça, c'est une hypothèse. Et cette hypothèse, c'est évidemment à Christine Lagarde de nous la délivrer proprement le 21 juillet. D'accord. On repasse au CAC 40. On repasse au CAC. On repasse, alors, nous voici au CAC. Est-ce que on va zoomer un petit peu. Donc là, on est sur l'année 2022. Voilà, on est toute l'année 2022. Je ne sais pas si ça te suffit. C'est très bien parce que ça nous montre, à l'image de ce qu'on a dit sur l'euro-dollar, un peu dans le même esprit, un double top qui est en train de se matérialiser. Alors, il n'est pas aussi propre, il n'est pas aussi... Double top ou double bottom? Double bottom. Bon, j'ai quelques notions d'analyse technique depuis quelques années. Je disais, oui, où a-t-il vu un double top? Oui, c'est la dyslexie. Voilà, donc si j'ai bien compris, en fait, alors, voilà, il y a ici, donc, tu me dis si je me trompe, hein, alors attends, c'est moi qui fais des bêtises maintenant. Voilà, donc il y en aurait un premier ici. Voilà, tout à fait. Alors, on est sur voilà, cet effet de double bottom, effectivement. Voilà, autour des 5700, 5800, c'est la zone hein, qui a été travaillée précédemment et qui l'est actuellement. Et on en sort là petit à petit parce qu'on est sur une séance aujourd'hui positive. Alors, ce n'est pas une séance extraordinaire, mais voilà, de séance en séance, petit à petit, on est en train de s'éloigner eh bien de plus bas que les précédents. Donc voilà où on donc est on parle de celui-là, actuellement. c'est ça, hein? Oui, exactement. C'est ça, donc voilà, je rezoome, mais... Voilà, resumons. Et donc on a les bornes du terrain de jeu voilà, qui sont j'arrondis, hein, 5800 et 6800, sur lesquels, ayant tapé logiquement le plus bas, on devrait remonter péniblement, doucement, mais tranquillement, vers, bon, dans un premier temps, les 6000, là, c'est quasiment fait, confirmer ces 6000, puis repasser ensuite, voilà, comme une crémaillère, petit à petit, jusqu'à du 6006, 6005, 6006 dans un premier temps, et puis 6008 avec, pourquoi pas, un peu d'ambition. Donc on est sur des indicateurs techniques hein, dans le même esprit que l'euro-dollar, vous voyez, qui sont notamment au niveau du stochastique très propres, très marqués, très survendus. Donc on repart en début de phase haussière, donc tout est à faire. Donc là, on a des bons points d'entrée sur les niveaux actuels, sur le CAC. Et quand on dit le CAC n'étant qu'un suiveur de ce qui se passe sur les indices américains, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire évidemment sur ces indices-là. Le RSI, pareil, est en train de repartir à la hausse et le MACD va bientôt croiser pour ne pas nous contredire. Donc on est sur un effet qui, sans surprise macroéconomique, sans surprise d'un point de vue du front de l'Est en Ukraine, devrait tranquillement se résorber. On a eu peur, le marché s'est fait peur, le marché a digéré un petit peu tout ce que l'on a dit précédemment, et là désormais, il est axé sur l'avenir, il est axé sur le fait qu'on ralentisse l'inflation, qu'on ne passe pas en hyperinflation, qu'on ait un pic d'inflation qui soit marqué à un moment donné, et si c'était le cas, le marché serait très rassuré, puisque les objectifs de la Fed notamment, puisque c'est elle qui agit, en tout cas commencerait à donner des résultats. On a une augmentation de la volatilité, hein, ça c'est à noter, et vous voyez que la borne haute de notre Bollinger correspond désormais à 6008, hein, la borne haute dont on parlait également. Et si d'aventure on dépassait les 6008, alors là on peut toujours rêver, à ce moment-là, on aurait le même effet que sur l'euro-dollar, on changerait de paradigme et ce serait un paradigme
très positif. Et là, les ours disparaîtraient pour les mois à venir, à n'en pas douter. Alors, on n'a toujours pas de questions. J'en profite un instant pour mettre le site donc de Benoît à l'écran. Donc, si vous voulez retrouver le site de Benoît, donc il intervient régulièrement, comme vous le voyez, dans les différentes manifestations, notamment parisiennes, avec le salon de l'analyse technique pour le printemps et très probablement le salon du trading pour l'automne. Vous pouvez bien sûr retrouver, donc on avait distribué gratuitement sur notre stand, sur le stand de WHF Invest, comme c'était encore mentionné ici, on a distribué le livre de Benoît, dont on avait distribué le premier ouvrage, hein, c'était le livre sur le Forex. Et comme on est en réédition, je crois, sur le deuxième ouvrage. Oui, il y a des rééditions régulières. Voilà, donc on envisage également dans de futurs salons, peut-être si le livre est sorti d'ici l'automne et qu'on a pu en avoir suffisamment, dirons-nous, parce que bon, c'est toujours pareil, quand on donne un livre sur un stand, bon, généralement, ça part vite, donc il faut en prévoir quand même en suffisance pour que tout le monde puisse en avoir. On peut en amener 10 sur le stand, évidemment. Donc voilà, c'est toujours une occasion de se rencontrer sur ces manifestations. Donc vous pouvez retrouver le site de Benoît, rien de plus facile, hein, vous pouvez même mettre son nom dans Google, mais c'est benoîtfernandezriou.com, donc c'est difficile de faire plus simple. Voilà, pour ce qui est du site de WH Self Invest, toujours pareil, ne perdez pas de vue le petit onglet nouveau pour regarder un peu toute l'actualité chez Self Invest. Je fais un webinaire tous les mois sur les nouveautés. Vous pouvez bien évidemment prendre des démos de notre plateforme. Donc voilà, et puis revenir vers moi quand vous le souhaitez. Alors, j'ai toujours pas de questions. Je ne sais pas si tout est clair. Oui, vas-y Benoît. Non, pas d'autres questions. points. Bon, je pense que c'est, oui, assez clair pour ce que l'on avait à dire ce soir. C'est pas gagné. Pour résumer, hein, c'est pas gagné, c'est tendu, on marche sur des œufs. Les banques centrales sont à la manœuvre, les banques centrales sont puissantes. Le marché va les tester. Certains vont certainement essayer de faire le coup du siècle en essayant d'aller à leur rencontre, mais elles ont de la ressource et elles ont un petit avantage qu'elles n'avaient pas en 2008, c'est qu'elles ont justement eu 2008 et ce qui s'est passé ensuite avec la crise des dettes souveraines. Donc elles ont de l'expérience. C'est ce qui nous explique un peu ce phénomène d'anticipation, voilà. Cette histoire de spread là. C'est ça. Et avant 2008, la dernière crise, elle remontait en tout cas financière, elle remontait à il y a longtemps, au siècle dernier en tout cas. Et on pensait que tout ça était loin derrière nous. On avait bien eu la crise des dot-com, mais ça restait contenu à un secteur un peu particulier. Donc voilà, là on est. Alors je ne dis pas que cette fois c'est différent, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des cycles. Et là, on est clairement dans un cycle baissier. Mais de là à parler de crash en 2022, pour moi, c'est un peu prématuré. Ah, mais bon, voilà. Évidemment, tout dépend sur quelle unité de temps on se positionne. Effectivement, pour reconnaître un marché haussier ou un marché baissier, vous pouvez suivre également régulièrement des webinaires que nous avons avec Bernard Prat-Desclaux, qui, depuis grosso modo les sommets annonçaient sur du moyen terme la baisse. Donc, on est toujours un peu dans cette dynamique. Là, effectivement, c'est intéressant de remettre ça en perspective. Ah oui, puisque là, on se retrouve évidemment à évoquer aujourd'hui un petit phénomène de double creux. Donc, on voit que dans ce phénomène, même si je me sers un peu ici de réduire les indicateurs, vous les avez vus, on peut comme ça réduire un petit peu la présence des indicateurs, comme ceci. Alors, c'est moi qui ai du mal ce soir. Voilà. Et ici, le dernier. Histoire de... Ça aussi, c'est important. Dans Nano, on a une petite chose qui est sympa, c'est que on peut codifier des indicateurs en filtre ou autre chose. Si on n'a pas besoin de voir l'indicateur visuellement, on peut très bien l'insérer en tant que filtre et faire en sorte que le fond d'écran des bougies change de couleur en fonction de l'indicateur pour donner une priorité quand même visuelle à la dynamique des prix. Parce que si on écrase trop les prix, on va se retrouver à ne plus voir cette dynamique. Et c'est quand même, là, vous voyez, le mouvement, typiquement, c'est le mouvement depuis le début de l'année 2020, avec le soubresaut, bien sûr, du Covid, la très rapide remontée qu'il y a eu, un premier phénomène de V-bottom, et puis après une dynamique haussière qui s'est mise en place. Oui, de recovery. Voilà, et effectivement,
Ce qui Une était, respiration baissière, voilà, c'est tout à fait normal. ce qui était montré là, cette dynamique haussière s'arrêtant. Donc maintenant, la perspective qu'on vous énonce ce soir, ou du moins que Benoît énonce avec à nos côtés, c'est effectivement de surveiller cette perspective d'un double creux ici qui pourrait marquer au moins l'arrêt de la baisse moyen terme. Voilà, on a les niveaux, on en a parlé sur l'euro-dollar, on en a parlé aussi sur effectivement le CAC. On a nos niveaux et on les a sur tous les graphiques dans le même esprit, qu'il ne faut pas dépasser, sinon on change de paradigme et à ce moment-là, on change évidemment de discours et on s'adapte et on passe short. Mais pour l'instant, les choses sont contenues et comme je l'ai dit, c'est pas gagné, donc il y a du risque, il faut faire effectivement attention, mettre ses stops. Mais les choses, voilà, le marché est résilient et le marché, même s'il le teste, à un moment donné, le consensus va se rallier quand même à ce que souhaitent faire les banques centrales, c'est-à-dire ralentir l'inflation sans toutefois casser la croissance, la dynamique de croissance et de recovery post-Covid pour qu'on continue quand même à avoir une économie qui tourne et qui ne part pas en récession. Je me reste à remercier Benoît de m'avoir rejoint ici dans nos bureaux à Paris. Donc, ça fait 1 heure qu'on est ensemble maintenant. On approche des 19h, 18h57 pour être précis. Donc, je vais arrêter la partie déjà enregistrée. S'il y a encore des questions, on répondra aux questions après. Et pour le coup, je souhaite à toutes et tous d'ores et déjà une bonne fête de la musique, puisqu'on est le 21 juin, c'est l'été et c'est aussi la fête de la musique qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Ça fait 40 ans que Jack Land nous a créé cette fête de la musique. Donc voilà. Bon, je pense qu'il sera toujours là. Il y a quelque chose au monde arabe ce soir pour ceux qui veulent aller le retrouver. Voilà. Donc on est à Paris. On va également en profiter